La crise à Ceuta est loin d'être terminée. Écoutez cet extrait vidéo que je viens de vous sélectionner. François Asselineau était l'invité sur Tocsin avec la participation d'Alexandra Lavoie. Écoutez. François Asselineau, vous qui connaissez très bien le fonctionnement et les traités européens, cette vague migratoire, qui sera peut-être suivie d'une seconde, arrive pile au moment pile après, l'entrée en application du pacte européen sur la migration. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport le traitement de ces migrants, les obligations de l'Espagne et d'un autre côté, les mécanismes, s'il y en a, juridiques et financiers qui pourraient sanctionner d'une certaine façon l'Espagne pour une prétendue passivité, comme certains ont pu le souligner. Oui, si vous me le permettez, je vais d'abord bonjour à tous les auditeurs. Je voudrais un peu rebondir et poursuivre ce qu'a dit auparavant Madame Lavoie, qui pose la bonne question, c'est de savoir qui est-ce qui est derrière. Et une chose est certaine, c'est compte tenu du régime du Maroc, qui est un régime très surveillé, très policé, il est absolument inconcevable que au plus haut niveau de l'État, c'est au niveau du roi et du gouvernement, on n'ait pas su ce qui se tramait. On peut même penser qu'ils l'ont organisé. C'est en tout cas ce que la presse espagnole a dit, en disant avoir reconnu parmi les personnes qui manifestaient des provocateurs qui faisaient partie des services de renseignement marocains. Donc, la première chose à voir, c'est que qui est derrière? Il y a déjà le Royaume du Maroc. C'est totalement exclu que le Maroc ait été pris de court. Deuxièmement, Madame Lavoie dit, à juste titre, il faudrait savoir qui se cache derrière les comptes. Je pense que si le grand public ne le sait pas, les dirigeants, eux, le savent. Ils savent très bien de qui il s'agit. Alors de qui, nous qui sommes des béotiens, on peut quand même faire preuve d'un petit peu d'intelligence et se poser la question, comme disaient les anciens Romains, qui prodette, à qui profite le crime? C'est-à-dire que qu'est-ce qui justifie, alors même que le ministre de la Justice, Axel, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le ministre de la Justice marocain a dit que la revendication marocaine était une revendication à long cours, qui prenait son temps par la forme diplomatique. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces soudains abcès brutal de fièvre qui est quand même retombé très, très rapidement? Il y a donc quelque chose. Et il faut se poser cette question, qui est-ce qui a intérêt? Alors on est un petit peu, vous savez, comme dans le roman d'Agatha Christie, le crime de l'Orient Express, où il y a quelqu'un qui est assassiné, et quand on examine le dossier, en fait, il y avait pas mal de gens qui avaient des raisons de vouloir être le meurtrier, de se débarrasser de la personne assassinée. Mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le gouvernement espagnol, le gouvernement de Pedro Sanchez, a accumulé sur lui toute une série d'acrimonies. Quelles acrimonies? D'abord, une acrimonie vis-à-vis du Maroc, puisque son prédécesseur avait reconnu la marocanité du Sahara espagnol dans la foulée de ce qu'avait fait Donald Trump lors de son premier mandat. Pedro Sanchez ne l'a pas remis en cause, mais il s'est rendu quelques jours, à fin juillet, 4 jours, je crois, avant les événements, il s'est rendu en Algérie, où tout s'est très bien passé, et les Marocains craignent beaucoup un rapprochement entre l'Espagne et l'Algérie. Un rapprochement à la fois sur des questions de fourniture d'hydrocarbures, des choses comme ça, mais pas seulement. Un rapprochement aussi sur les questions internationales. Puisque par ailleurs, Pedro Sanchez s'est illustré parmi les pays de l'Union européenne comme étant le dirigeant et le pays qui a eu les propos les plus durs contre Israël au moment de l'affaire de Gaza et du Liban. Le Pedro Sanchez a notamment accusé ouvertement le gouvernement israélien de génocide. Il a annoncé aussi qu'il interdirait le survol de l'Espagne à Benjamin Netanyahou si celui-ci devait survoler l'Espagne pour aller à l'Assemblée générale des Nations unies. Il a également interdit aux Américains de faire transiter par les bases américaines militaires situées en Espagne les armes qui sont destinées à Israël. Tout ceci, évidemment, l'a rapproché de l'Algérie, mais comme vous l'imaginez, l'a fortement éloigné, c'est le moins qu'on puisse dire, et des États-Unis et d'Israël.
c'est allé au point, s'agissant d'Israël, qu'il y a eu une quasi-rupture des relations diplomatiques, puisque l'ambassade d'Espagne en Israël a été fermée, à la demande d'ailleurs, je crois, de Netanyahou. S'agissant des États-Unis, Donald Trump lui-même, il y a un mois et demi, avait pointé du doigt un autre grief à l'encontre de Pedro Sanchez, qui est le fait que Pedro Sanchez traîne des pieds pour verser de l'argent à l'OTAN. Et d'ailleurs dénonce l'OTAN, dénonce les activités de l'OTAN vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis justement de ce qui se passe à Gaza. Donc, rappelez-vous que Trump, il y a un mois et demi, a dit il a reproché à Pedro Sanchez de ne pas être un bien collaboratif avec l'OTAN. Et il a eu cette phrase sibylline, mais qui prend un relief avec ce qui s'est passé ensuite. Il a dit, de toute façon, ils vont apprendre, en parlant du gouvernement espagnol. Et il a continué en disant, rappelez-vous, il devrait se rappeler comment l'Espagne a perdu Puerto Rico et les îles Vierges, ou bien les îles Philippines. Donc un petit peu d'histoire. Porto Rico et les îles Vierges appartenaient à l'Espagne jusqu'en 1898, a été rattaché ensuite aux États-Unis. Quant aux Philippines, c'était un archipel qui est situé en Extrême-Orient, au large du Vietnam, comme vous le savez, qui a été conquis par les Espagnols sous Philippe II, le fils de Charles Quint. Ça a pris le nom des Philippines jusqu'en 1898, où les Américains les ont chassés pour prendre leur place. Et puis les Américains ont donné l'indépendance aux Philippines après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que Trump a quand même carrément... il n'y avait aucune raison particulière pour qu'il cite Puerto Rico, les îles Vierges et les Philippines, en disant ils vont apprendre, et ceci en disant le gouvernement espagnol, en gros, va être puni. Il y a également des observateurs qui ont ressorti de comptes Twitter des tweets de Yair Netanyahou, qui est le fils de Benjamin Netanyahou, qui, il y a une dizaine d'années, avait dit au sujet de la position espagnole, qui a toujours été très favorable au monde arabe et assez réservée, voire hostile à Israël, avait comparé donc la position de l'Espagne en faveur des Palestiniens qui réclament la récupération de leur territoire. Il avait dit que les Espagnols devraient faire attention parce qu'eux-mêmes, ils ont les territoires de Ceuta et de Melilla qui sont réclamés par le Maroc. Alors, faut-il aller jusqu'à dire que c'est derrière tout ça, il y a des agents provocateurs de la CIA et du Mossad, ce qui justifierait d'ailleurs le grand silence qu'il y a, parce que dès qu'on parle dans le monde occidental, en France en particulier, de la CIA ou du Mossad, il n'y a plus personne, tout le monde est aux abris, on n'ose pas parler des choses réelles. En tout cas, ce qu'il faut savoir, et ça c'est tout à fait intéressant, c'est que lorsque ces événements se sont produits, l'Union européenne a sauté au garrot de Pedro Sanchez. Parce que par ailleurs, Pedro Sanchez est aussi en délicatesse avec l'Union européenne parce qu'il a fait justement cette décision de régulariser des sans-papiers, 500 ou 600 000, qui a fait un appel d'air considérable, ce que reprochent des pays notamment comme l'Italie, et des pays qui estiment que l'Espagne, faisant cet appel d'air, va faire venir encore de nouveaux immigrants. L'Union européenne, par ailleurs, lorsqu'il y a eu ces événements, s'est penchée sur ces sujets, a trouvé qu'il y avait eu cette médiatisation de cette invasion. Et rappelez-vous ce qui s'est passé à la Commission européenne. Le porte-parole de la Commission européenne, qui était un Français en l'espèce, a dit que derrière ça, il y avait probablement une ingérence russe. C'est-à-dire que chacun voit midi à sa porte de son animosité. Au même moment que la Commission européenne et le Parlement européen, alors il y a le spécialiste des questions au sein de la Commission, le commissaire européen a dit que lui, il était beaucoup trop tôt pour parler d'ingérence russe. Mais enfin, au même moment que les européistes, évidemment, comme d'habitude, essaient de porter ça sur la Russie, alors que franchement, on ne voit pas du tout l'intérêt que la Russie aurait dans toute cette affaire. Elle est vraiment à 100 000 lieues de ces questions. Elle n'a pas d'intérêt particulier. En revanche, ceux qui ont un intérêt particulier, je l'ai dit, c'est l'Algérie, les États-Unis, Israël et puis accessoirement les pays européens. Au même moment que on apprenait que l'Union européenne suspectait vaguement la Russie d'être derrière, on a appris, et ça est sorti dans les journaux espagnols, que selon la diplomatie chinoise, il s'agit en fait d'un coup de semonce qui a été organisé par l'État d'Israël contre l'Espagne. C'est pas moi qui le dis, c'est pas l'Espagne qui le dit, c'est la diplomatie chinoise. Alors voilà, on est dans un jeu de grande puissance.
Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a le sentiment qu'il s'agit de forcer, comment dirais-je, Pedro Sanchez à céder quelque chose qui n'est pas forcément Ceuta et Melilla, à céder sur autre chose. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui importe. Pour le reste, et pour répondre à la question que vous aviez posée, effectivement, quand vous êtes à Ceuta, et Madame Lavoie le sait mieux que moi je ne suis jamais allé sur place, vous êtes à 18 kilomètres à vol d'oiseau du littoral de Cadix, du littoral espagnol. 18 kilomètres, avec les courants qu'il y a dans le détroit de Gibraltar, il est exclu de traverser ça à la nage, surtout pour des Marocains, des jeunes Marocains dont certains sont morts noyés pour faire quelques centaines de mètres pour contourner les barrières qui entouraient Ceuta. Donc une fois que vous êtes dans Ceuta, il faut pour en sortir, il n'y a pas d'aéroport, il y a un héliport, on peut y aller en hélicoptère, mais sinon, c'est en bateau. Et pour sortir en bateau de Ceuta, il faut avoir bien que Ceuta fasse partie de l'Union européenne, il faut avoir un passeport, il faut avoir un permis de sortir. De telle sorte que l'on est dans cette situation actuellement où il y a 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 migrants qui sont coincés à Ceuta, qui ne veulent pas, semble-t-il, repartir, mais que le gouvernement espagnol ne veut sans doute pas non plus faire venir sur le continent, sur le territoire espagnol proprement dit. Donc on est face à une situation qui est effectivement qui peut dégénérer. Pour fixer les esprits, je rappelle que Ceuta, le nom vient de Septa, qui vient lui-même du grec. Hein. C'était Hepta Delphoi, ça veut dire les 7 frères, parce qu'en fait, c'est entouré de 7 collines. Ça remonte à très très loin. Et comme Madame Lavoie l'a très justement rappelé, ou c'est vous peut-être Axel, en fait, Ceuta est espagnol depuis 1580 sans discontinuité, alors que le royaume du Maroc a pris sa forme contemporaine simplement en novembre 1957. Et donc, du point de vue géographique, effectivement, on peut considérer que ce sont les 2 territoires européens, les 2 derniers qui restent sur le sol africain depuis notamment les indépendances de l'Angola et du Mozambique venues du Portugal et de la Guinée-Bissau, et puis l'indépendance de Djibouti, que la France a quitté en 1977. Dans l'ensemble africain, il reste Mayotte, qui appartient à la communauté, à la République française, mais qui n'est pas sur le sol du continent soi-même. Et puis, il y a Ceuta et Melilla. Du point de vue géographique, on peut considérer en effet qu'il y a une certaine logique à ce que ça appartienne au royaume marocain. Mais ce sont des logiques qui sont extrêmement fugaces, c'est ça du point de vue duquel on le regarde. Pour les Mauritaniens, par exemple, je suis persuadé que les Mauritaniens trouveraient assez normal que le sud du Sahara ex-espagnol revienne à la Mauritanie. Les Algériens ne verraient pas d'inconvénient à ce que ce soit un débouché sur la mer pour l'Algérie. Donc il faut se méfier de ces logiques géographiques et du point de vue historique. Vous l'aviez rappelé, en effet, il y a une solide présence historique sur place. En fait, ce sont des terres très profondément espagnoles depuis 4 à 5 siècles, 1497 s'agissant de Melilla. De quoi on parle? Ceuta, c'est 18 km², c'est-à-dire la superficie du 16e arrondissement de Paris, plus le bois de Boulogne. C'est quand même quelque chose qui est quand même modeste en superficie, même si ça représente quand même à peu près 10 fois la superficie de Monaco. Et il y a 87 000 habitants, c'est-à-dire plus que d'habitants dans le département de la Lozère quand même. Et s'il y a eu 70 à 80 000 migrants pour 87 000 habitants, vous imaginez le problème. Donc lorsqu'il y a eu ça, vous avez vu que Pedro Sanchez a pris son hélicoptère, est arrivé à Ceuta, et là il s'est passé cette chose mystérieuse, là aussi il faudrait s'interroger sur le pourquoi du comment, c'est que pourquoi la simple présence de Pedro Sanchez, il a fait et obtenu de faire partir, allez, disons 80-90% des migrants. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Donc il y a plusieurs mystères. Qui est-ce qui est à l'origine de ces tweets, qui sont des tweets anonymes et qui ont été faits sans doute par des fermatrolles? Si l'on en suit un certain nombre d'observateurs, dont la diplomatie chinoise, dont en filigrane les Espagnols, ils pensent que c'est l'État d'Israël qui essaie de se venger justement des positions très dures qu'a pris Pedro Sanchez. Et on pourrait imaginer, on verra les événements, que si Pedro Sanchez adoucissait sa critique de l'État d'Israël, réautorisait les transferts d'armes américaines par les bases militaires américaines,
il n'est pas impossible d'imaginer que les troubles à Ceuta et Melilla redescendent à un niveau qui est un niveau quotidien. Je rappelle que le Royaume du Maroc est très proche désormais à la fois des États-Unis et d'Israël, puisque Trump a reconnu la marocanité du Sahara espagnol lors de son premier mandat, en échange de quoi le Maroc ouvrait une ambassade en Israël et réciproquement. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que le Maroc a pu servir, j'allais dire, de poisson pilote, piloté à la fois par Washington et par Tel Aviv, pour essayer de mettre Pedro Sanchez dans l'embarras. Et puis, excusez-moi de mon long discours, j'arrête ici simplement pour dire quelque chose qui me paraît vraiment important, c'est que c'est un nouveau pas vers l'autodestruction de l'Union européenne. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les pays de l'Union européenne, il y a des griefs contre le gouvernement de Pedro Sanchez, et par ailleurs, comme vous le savez, dans l'Union européenne comme en France, dès qu'on parle de la CIA ou du Mossad des États-Unis ou d'Israël, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'on a des indignations à géométrie variable en Union européenne. Il suffit de voir, par exemple, les protestations sur les droits de l'homme véhémentes contre la Russie ou contre la Chine, alors que s'agissant de l'affaire de Gaza, là, on est dans quelque chose d'extrêmement faible, quasi pas de protestation. Et donc, il serait assez logique, je l'ai noté, j'ai vu un certain nombre de réactions, que ce soit Mélanie, que ce soit en France, des personnes comme par exemple Madame Sarah Knafo, qui sont tombées à bras raccourcis sur Pedro Sanchez, mais qui ont exempté de toute critique le Maroc et bien entendu, encore n'ont même pas évoqué la piste américano-israélienne que j'évoquais. Voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? Vos réactions à plus tard.